solutions. Donc, on enregistre. Être capable de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins des gens dans le contexte de crises chroniques qui sont causées par le système capitaliste. Donc, travailler ensemble pour trouver des solutions, pour créer des systèmes alimentaires qui sont viables, qui sont adaptés à l'environnement et à leur environnement, puis à la communauté. Je me suis impliquée beaucoup dans les mouvements, le mouvement étudiant, le mouvement anticapitaliste, dans des démarches des fonctionnements démocratiques, participatifs depuis 20 ans. C'est ça. J'ai aussi fondé pendant la pandémie un organisme qui s'appelle Nourrir Ensemble, qui a pour but de relier les acteurs du système alimentaire. Puis notre première activité, c'est de faire des livraisons d'aide alimentaire à partir des organismes communautaires en vélo-cargo. Donc, je suis beaucoup en lien avec le milieu de la sécurité alimentaire, des organismes communautaires aussi. Donc, ça me tient à cœur de relier ce milieu-là avec le milieu de l'agriculture puis de l'alimentation pour qu'on puisse nourrir le plus de gens possible. Donc, ça, c'est pour moi. Donc, peut-être, Karen, tu pourrais te présenter puis présenter les Amis de la Terre. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Excellent. Je vois des pouces. Alors, je me présente, Karen, coordonnatrice à la mobilisation citoyenne et aux communications pour les Amis de la Terre, qui vient à peine d'entrer en poste dernièrement, dans le dernier mois. Les Amis de la Terre, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission, plusieurs missions en fait, donc entre autres d'offrir des espaces d'apprentissage et de réflexion pour la population, donc soit à travers des panels de discussion, des conférences, des ateliers. On est là également pour supporter les citoyens, donc les mouvements citoyens ou les activités citoyennes dans la défense collective des droits à un environnement sain par le biais de l'éducation populaire, entre autres. Donc, on aime également proposer et mettre en place des outils, des principes ou des projets qui répondent à des situations d'urgence ou pour améliorer la situation. Et évidemment, on encourage et on favorise le changement d'habitude de vie vers une transition socio-écologique porteuse de justice sociale. Donc, on a 4 thématiques qu'on aime bien traiter. Notre première thématique est l'agriculture, la santé. Donc, c'est une thématique qu'on vise beaucoup, qu'on pense en fait qui est le point central de bien des débats, surtout dans l'avenir. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, on travaille, entre autres, avec Ariane pour essayer de trouver un super beau projet agricole pour les Terres des Sœurs. Également, on a la thématique de la décroissance, qui est un peu dans le même processus. Donc, on a un comité, en fait, décroissance qui est jumelé avec moi, avec des citoyens bénévoles et avec des membres de Décroissance Québec, avec qui on organise justement des activités, par exemple au centre Jacques-Cartier, des conférences, des panels de discussion et tout, pour amener des sujets de discussion un peu plus en lien avec la décroissance. Pardon. Et on a la thématique du zéro déchet également, donc avec qui on travaille beaucoup avec l'organisme Un mouvement pour une ville zéro déchet. Donc, c'est une thématique qui nous tient beaucoup à cœur. Et une des grandes thématiques qui est le gaspillage alimentaire. Donc, on a vraiment un sous-projet, en fait, avec les Amis de la Terre qui s'appelle Sauve ta bouffe, qui est vraiment un programme en soi qui organise beaucoup d'activités, de conférences sur le gaspillage alimentaire. Alors, voilà pour nous. Si jamais il y a une de ces thématiques-là, d'ailleurs, qui vous intéresse, auxquelles vous aimeriez participer dans un comité, n'hésitez pas à nous contacter. Ariane, je te laisse continuer pour ce qui est de la démarche. Oui, alors merci Karen. Donc, pour la démarche, si vous avez des questions aussi ou si vous voulez participer, vous pouvez nous écrire aux adresses qui sont à l'écran. Donc, comme Karen disait tantôt, on a fait une première assemblée au mois de novembre pour informer les gens sur le projet d'Agroparc. Parce que là, le gouvernement provincial a acheté
l'étang des Sorts de la Charité, qui se trouve à Beauport. On va voir un peu plus tantôt sur le dit projet d'agroparc qui est proposé par le gouvernement provincial. Mais donc, on a organisé une assemblée pour informer les gens et les organisations de l'existence de ce projet-là et de discours du gouvernement, du contexte historique, le contexte politique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo de l'Assemblée 1 qui est disponible sur la chaîne YouTube des Amis de la Terre. Et puis, c'est ça, pour avoir tous les détails sur le projet. Donc, dans l'Assemblée 1, ce qui est ressorti du processus, c'était le fait qu'on a besoin de se préparer pour les consultations qui s'en viennent pour le projet d'agroparc. Donc, les gens veulent être informés, veulent réfléchir ensemble, veulent développer une vision commune pour que nos demandes soient cohérentes pendant les consultations, qu'on ait le plus de chances d'obtenir ce qu'on veut collectivement pour les terres des Sorts de la Charité. Donc là, le premier objectif de l'Assemblée 1, c'était de rassembler les acteurs, de rassembler des gens. Donc, on avait plus que 50 personnes qui étaient présentes. Le deuxième, puis pour l'Assemblée 2, maintenant, l'objectif, ça va être de s'entendre sur une vision commune, sur les valeurs de base de notre regroupement à venir, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler. On n'est pas encore comme une entité, on est un processus. On n'est rien, on est en devenir. C'est un processus dans lequel on participe, donc on ne sait pas ce qui va naître de ça. Peut-être qu'on va en parler à la fin, mais c'est ça. Fait que l'objectif pour ce soir, c'est de développer une vision commune, de s'entendre, c'est-à-dire sur une vision commune pour le projet. Donc, pour commencer, on va faire un survol du projet d'agroparc. Donc, ici, on voit les terres qui ont été achetées par le gouvernement. Donc, on voit qu'il y a 5 parcelles de terre qui sont avec des contours de 5 couleurs différentes. Donc, ça représente 203 hectares de terres agricoles qui sont cultivées depuis des siècles. Donc, c'est énorme. C'est à Beauport. Donc, c'est en pleine ville. C'est un ancien territoire agricole, mais qui est devenu maintenant plus banlieue, avec beaucoup de construction de routes, de projets résidentiels, de développement commerciaux autour des terres. Fait que c'est ça pour les terres. Puis, pour le projet, ben dans le fond, ce que le MAPAC dit, c'est qu'ils vont faire un projet en fonction des besoins des gens qui vont être exprimés lors des consultations. Donc, il va y avoir une première étape de consultation. J'ai eu vent qu'il y a des gens qui ont reçu des invitations pour la première étape des consultations, donc qui est une table de concertation avec des acteurs du système alimentaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent confirmer ça ici ce soir. S'il y en a qui ont eu des invitations pour la consultation. Oui, tout à fait. Oui, Confirme. je peux confirmer aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur qu'est-ce que vous avez, la nature de cette invitation? En fait, ça va être grosso modo sous forme de rencontres. Là. Il va y avoir 4 rencontres qui vont se faire durant l'hiver, qui regroupent différents experts et différents acteurs du milieu. Là. Et on n'en sait pas beaucoup plus là, pour le moment. Parfait, merci beaucoup pour les informations. Donc, c'est précieux que tout le monde soit au courant qu'il y a eu déjà des informations qui ont été envoyées à certains acteurs pour participer à 4 rencontres. Donc, j'imagine que ça va être des échanges là, sur des thèmes
par rapport au projet d'agroparc. Puis ensuite, il va y avoir une autre étape de consultation qui va être des consultations publiques auprès de tous et chacun. Mais on ne sait pas encore quelle forme vont prendre ces consultations-là. On parle d'automne 2022, clairement, on est en retard sur le programme. Donc, ça va être clairement pas avant l'hiver 2023. Puis, c'est ça. Pour la réalisation du projet, bien, on tombe en 2023-2024. Moi, je mettrais mon cheval sur 2024, là, vu qu'on est déjà en retard dans le programme. Mais ça arrive vite. 2024, le projet d'agroparc serait mis en place. Donc, ça arrive vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence là, on ressent une certaine urgence à se préparer pour ces consultations-là. Pardon, donc on serait rendu aux présences et contacts. Donc, juste pour valider, si jamais il y a des gens qui sont avec des organismes, si jamais vous pouvez changer votre nom en inscrivant pour qui vous représentez, en fait, vous pouvez le faire dans les 3 petits points autour de votre écran pour vous renommer. En fait, ça serait super pratique. C'est toujours plaisant de savoir quel organisme qui est sur place. Également, pour la suite des choses, donc pour les futures assemblées ou pour les prochaines actions qui vont venir, on a une liste d'envois qu'on est en train de créer, qu'on veut aviser les gens. Si jamais vous avez reçu le courriel d'invitation la semaine passée qui vous invitait personnellement par courriel à venir à cette assemblée-ci ce soir, ça veut dire que vous êtes déjà dans la liste. Si jamais vous n'avez pas reçu ce courriel-là et que vous êtes intéressé à poursuivre les activités avec nous, je vous invite dans le chat à mettre vos coordonnées, donc votre nom et prénom, votre courriel ainsi que le nom de l'organisme, l'entreprise ou juste inscrire un citoyen, peu importe là, si jamais c'est le cas, dans le chat pour qu'on puisse vous ajouter en fait à notre liste d'envoi. Oh, parfait. C'est vrai, je peux changer moi aussi, c'est bon. Alors, pour le droit de parole, on est une assemblée, en fait. On est 26 personnes ce soir, donc c'est quand même bien. Je pense que tout le monde va avoir place à jaser. C'est toutefois important de respecter les tours de parole de chacun, de se respecter dans nos phrases, dans nos mentions, dans nos droits de parole. Et également, l'importance de lever la main si jamais c'est votre premier Zoom. Donc, dans les réactions, c'est important de pouvoir lever la main pour parler. Moi, en fait, je vais pouvoir nommer les noms au fur et à mesure en ordre. Puis une fois que j'aurai nommé votre nom, vous pourrez ouvrir votre micro pour poser votre question ou mentionner votre point de vue. Oui, puis on va également, si jamais vous avez des questions dans le chat aussi, on va pouvoir les prendre. C'est parfait. Il y a déjà des questions posées, mais on va y répondre bientôt. Ah, il y a déjà. OK, pardon. Bon. Pas de problème. Excellent. Je ne peux pas le changer. Non, non. Excellent. On vous avait également mentionné, et dans l'événement Facebook et par courriel et sur notre infolette des Amis de la Terre, qu'on allait beaucoup parler des 5 critères élaborés dans la brochure d'Ariane. C'est pourquoi on vous avait transmis le lien également. Si jamais ce n'est pas fait, que vous n'en avez pas pris connaissance encore, je vous invite à suivre le petit code barre que j'ai mis là pour pouvoir l'avoir si jamais vous voulez une référence. C'est parfait. Alors, les 5 critères, c'est ce dont, en fait, on va jaser plus en profondeur dans les prochaines minutes. Donc, voici les 5 critères. Donc, un projet qui favorise la biodiversité, un projet qui vise l'inclusion sociale, un projet par et pour la communauté, un projet démocratique participatif et un projet avec une vision éducative. En fait, on va pouvoir voir chacun des critères à la fois et on va vraiment prendre le temps de prendre toutes vos questions, vos questionnements sur chacun pour en venir à un consensus. Donc, une fois que le critère va être approuvé, on va pouvoir passer au prochain et ainsi de suite. Donc, si ce soir, on fait seulement 3 critères, on pourra peut-être refaire une autre assemblée une prochaine fois pour réévaluer, en fait, la dimension et la description, en fait, du critère pour qu'on puisse arriver à un consensus.
C'est parfait. Et je crois que je vais passer la parole à ce moment-là à ma collègue Ariane pour débuter sur le critère numéro 1. Oui. Merci. Je vais juste- Donc, pour chaque critère, j'ai essayé de définir un peu de quoi il est question. Donc, j'invite les gens, si vous avez des choses à rajouter, des choses à modifier, que vous n'êtes pas d'accord, à nous l'exprimer. Le premier critère, donc, c'est un projet qui favorise la biodiversité. Donc, plus concrètement, on parle de pratiques agricoles qui sont basées sur l'agroécologie, donc qui est une discipline nouvelle qui allie l'agriculture et l'écologie. Donc, il y a une petite définition qui est donnée là, plus loin, qui est la définition du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en France. Puis donc, l'idée de l'agroéconomie, écologie, c'est de favoriser la diversité écologique et puis aussi de prendre en compte les aspects humains, sociaux. Les aspects humains, sociaux correspondent aux autres critères. Donc, le critère 2, 3, 4, 5 sont plus les aspects humains. Donc, le critère 1, c'est plus au niveau de la diversité là, écologique. Donc, on veut favoriser les pratiques qui augmentent la biodiversité et éviter les pratiques qui diminuent la biodiversité. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir sur ce critère? Ben moi, j'ajouterais un petit quelque chose juste rapidement. En fait, biodiversité, on parle en fait beaucoup de permaculture, entre autres, mais c'est surtout également d'éviter la monoculture. C'est un peu de cette manière-là que je le voyais de mon côté. Donc, si on peut avoir une petite précision, c'était ça que je voulais rajouter, pardon. Merci, Karen. Est-ce que je réponds à chaque intervention ou oui, OK. Donc, c'est ça. Donc là, c'est une bonne intervention qui va être notée. Pour ce soir, on va parler vraiment de principes, de valeurs et non de comment on va appliquer ces valeurs-là. Donc, dans le concret. Donc, la permaculture, la monoculture, je mettrais plus ça dans les prochaines étapes, de dire quel type d'agriculture va être pratiquée concrètement. Il faut que ça favorise la biodiversité. Mais ça, c'est mon opinion. Peut-être une autre opinion. Donc, Félix? Oui, effectivement, peut-être que ça va être trop dans le technique, parce que ça reste quand même vague, puis il y a peu de critères à savoir si c'est de l'agroécologie ou pas. Mais moi, c'est au niveau de la certification biologique. Est-ce que c'est quelque chose de plus précis qu'on peut dire qu'on désire que ces terres-là, ça devienne une démarche pour que ça soit certifié biologiquement? Je ne sais pas, au niveau agroécologique, s'il y a des critères, comment on peut dire que on a atteint ça. Fait que, voilà. Mais je comprends qu'on est dans des valeurs, mais pour donner un sens un peu plus concret, plus objectif, là, mais voilà, c'est une idée au niveau de la certification biologique. Est-ce que c'est un désir? Là? Oui, merci. C'est une bonne intervention. Ça avait été mentionné à l'Assemblée 1, donc je pense qu'on s'entend pour dire qu'on veut quelque chose de biologique. Ça fait partie, si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas une spécialiste de l'agroécologie, mais je pense que ça fait partie des critères de la définition de
l'agroécologie qui veut donc favoriser la biodiversité. Donc, si on met des pesticides là-dedans, ça fait plutôt partie des pratiques anti-agroécologiques, si on peut dire, qui diminuent la biodiversité. Donc, je pense que l'agroécologie, ça inclut une notion de biologique. Peut-être que d'autres personnes pourraient préciser. Laurent? Oui, ben, dans le fond, moi, je rajouterais peut-être aussi, je sais, ben, je sais pas si on peut rajouter des choses à un critère, résilient et de transition. C'est quand même des concepts qui sont assez importants, je crois, dans l'avenir, et ça serait porteur de projet, puis ça rassemblerait quand même beaucoup. Merci, Laurent. C'est une bonne idée. Je pense que résilient et de transition, ça s'applique à tous les critères. Donc, ça pourrait se retrouver dans une définition de qu'est-ce qu'on veut comme projet qui correspondrait à la définition de systèmes alimentaires territoriaux. Par exemple, qui ont été développés par le Forum des systèmes alimentaires territoriaux récemment, avec Vivre en ville, puis le territoire d'innovation en économie sociale et solidaire, qui était partenaire, et 23 autres partenaires. Bref, ce forum-là, ça parlait des systèmes alimentaires territoriaux. Puis, la base de l'idée, c'est que ces systèmes-là soient résilients, puis fassent partie du mouvement de transition. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être inclus dans une genre de définition globale de qu'est-ce qu'on veut, comment on voit un système, la place des sorts des terres, des sorts de la charité dans un système alimentaire territorial, puis ça serait comme plus général que par rapport au critère 1. Mais je l'ai noté. Émilie? Oui, allô. Moi, je suis étudiante au doctorat. J'étudie les mouvements agroécologiques en Espagne. Puis, ben, je voulais juste mentionner, au niveau de la certification biologique, l'agroécologie, ça peut, ben, c'est cohérent là, avec le biologique, mais ça peut aussi se faire via des certifications sociales. Puis, en fait, c'est quelque chose qui est revendiqué, qui est aussi les certifications sociales, étant donné qu'il y a d'autres mécanismes là, qui sont à l'œuvre et qui peuvent être intéressants. Puis je voulais simplement mentionner qu'en plaçant l'agroécologie sous le critère biodiversité, à mon avis, il y a comme un peu un danger de cadrage, un peu, étant donné qu'en ce moment, c'est tout un gros débat là, sur comment l'agroécologie est utilisée. Puis il y a vraiment des gens, et notamment les mouvements sociaux, là, qui soulignent que ça tend à être utilisé seulement pour ses volets techniques, alors que c'est un projet qui est à la fois social, politique, puis c'est ça qui est très fortement porté par les mouvements sociaux avec l'appui de nombreux chercheurs. Donc, je ferais juste attention là, à où est-ce qu'on positionne l'agroécologie dans la présentation des critères pour ne pas s'inscrire justement dans cette tendance-là qui coopte un peu la signification de l'agroécologie. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Émilie. C'était pertinent. Comme je disais tantôt, les autres critères donc, correspondent aussi à la définition de l'agroécologie, puis sont importants. Donc, ici, on parle de pratiques basées sur l'agroécologie, donc les pratiques agricoles plus précisément. Mais effectivement, je pense que c'est comme pour la transition puis pour la résilience, l'agroécologie devra se retrouver dans une définition globale du projet, de ce qu'on veut comme projet, et non pas seulement dans le critère numéro 1. Mais si vous avez d'autres idées que l'agroécologie qui pourrait servir comme de référence, là, on serait ouvert aussi. Et c'est ça, les Amis de la Terre, leur démarche est basée sur l'agroécologie. Donc, toute la démarche est basée là-dessus.
Ben déjà, tu sais, au niveau des définitions, là, tu sais, moi, ce que je vois dans la littérature, c'est que tu sais, la politique française d'agroécologie, elle est quand même critiquée là, pour être plus du côté technique que du côté sociopolitique. Fait que si on veut s'inscrire dans une définition de l'agroécologie qui est OK. plus transformative, disons, c'est peut-être que j'irai chercher ailleurs là, à ce niveau-là. Parfait. Ça, c'est bien noté. Je vais aller chercher une autre définition. J'avoue que je n'étais pas une super fan de cette définition-là parce qu'elle est difficile à comprendre. Fait que oui, bien sûr. On va mettre une autre définition, peut-être mettre parler de nos chercheurs ici au Québec, là, comme Alain Olivier, ça serait plus pertinent. Est-ce que la permaculture serait un bon terme? Est-ce que vous aimez ce terme? Est-ce que ça pourrait être un terme intéressant à proposer? Oui, Laurent? Moi, la permaculture, je suis vraiment pas pour de prendre ça parce que ça a été un terme qui a été galvaudé. Il y a tout, il n'y a rien là-dedans. Donc, ça veut rien dire, en fait. Donc, moi, je suis vraiment pas partant pour intégrer ça là, partout où c'est intégré. Les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Donc, je pense pas que c'est vraiment une bonne idée. Je sais qu'il y a justement en agroécologie, il y a des réticences puis tout ça. Ici, il y avait d'autres terminologies en Amérique du Nord, mais là, à brûle pour point, je m'en rappelle pas. Là. Mais c'est ça. Fait que les termes en tant que tels, c'est une chose, mais on peut définir après ça les termes en points précis, puis ça va canner un peu plus là, notre vision, notre valeur, au lieu de prendre juste un terme très général. Il faut le définir comme il faut. Parfait. Merci beaucoup. C'est noté. Laurent, il n'y avait pas une autre main levée, Michael? Ouais. Mais en fait, Laurent dit exactement ce que je voulais dire, donc voilà. Parfait. Donc, ce que j'en comprends, c'est que peut-être qu'on pourrait utiliser encore le terme agroécologie, toutefois de bien préciser qu'est-ce qu'on désire en termes d'agroécologie pour que ce soit clair, puis qu'on n'embarque pas dans les légendes françaises ou du moins d'autres définitions là, pas très claires. Est-ce que ça résume bien notre point de vue? Fernand? Ben oui, je pense que ce qui est particulier avec les terrains dans lesquels on est, c'est que le concept d'agroécologie, il s'inscrit dans une trame très urbanisée. Alors, c'est ce qui fait qu'il est exceptionnel. Alors, et c'est probablement aussi que l'idée que penser à la permaculture et tout ça, parce que l'agroécologie, c'est souvent pensé dans des espaces, pour des espaces ruraux, mais là, il faudrait pratiquement dire agroécologie en milieu urbain. Moi, j'irais peut-être dans ce sens-là parce que ça amènerait le lien avec l'éventuel de social qui va avoir des autres critères, mais sans les définir tout de suite. Parce que c'est un type d'agroécologie très spécial qui va être à développer là. Alors, moi, peut-être que je penserais à mettre basé sur une agroécologie à inventer en milieu urbain. C'est peut-être même à inventer, je ne sais pas, sur la planète, s'il y a des... Je pense que c'est unique, on avait dit la dernière fois, je pense que c'est unique sur la planète, un cas comme ça, d'avoir tant de terrains à potentiel agricole en plein milieu d'une trame urbaine. Alors, peut-être qu'il faut aller inventer quelque chose de plus que l'agroécologie, mais agroécologie en milieu urbain, ce serait peut-être la façon de le dire, je ne sais pas. Parfait, merci Fernand, très intéressant. Marie-André? Oui, bonsoir. En fait, c'est ça, je ne veux pas faire reculer là, les réflexions ou quoi que ce soit, mais si j'étais seule là, à faire ça, en fait, je ne sais même pas si j'irais au-delà de comme dire un projet qui favorise la biodiversité. Parce que j'ai comme l'impression que peut-être de tout de suite, tu sais, on disait qu'on parlait plus de valeur, mettons, mais de tout de suite canner genre des pratiques agricoles basées sur l'agroécologie ou la permaculture ou l'agriculture biologique intensive, c'est comme, j'ai l'impression qu'on canne déjà une voie, mais en fait, j'imagine que le projet va se construire de façon progressive, puis c'est en voyant les types de projets qu'on va pouvoir définir
définition finalement du type d'agriculture qui serait sur place. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais un peu comme Émilie disait, j'avais l'impression que peut-être faudrait faire attention aux termes qu'on utilise, tandis que la biodiversité, ça englobe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Puis après ça, il pourra avoir peut-être des définitions plus précises qui sont inscrites sous ce critère-là. C'est ça que Parfait, j'avais à dire. merci. Oui, c'est pas fou. C'est possible de faire ça, de garder juste l'idée de biodiversité. L'agroécologie, ça a une idée aussi de s'inscrire dans les systèmes existants, si je ne me trompe pas. Donc, ça va plus loin, j'ai l'impression, que la biodiversité. Mais peut-être qu'Émilie pourrait nous éclairer davantage. Ou, je sais mais oui, Émilie. Ben oui, il y a d'autres critères que la biodiversité, mais effectivement que c'est très central là, à l'agroécologie. Mais effectivement que le critère pourrait être juste la biodiversité, puis le paradigme agroécologique pourrait faire partie plus de la mise en contexte des critères qu'on avance. Moi, je voulais juste mentionner vite comme ça que il y a des mouvements, en fait, j'étudie les mouvements agroécologiques en contexte urbain. Il y a des gens qui se revendiquent de l'agroécologie en contexte urbain. C'est le cas à Madrid, pas avec des terrains aussi grands que ce qu'on a dans le cas présent, mais quand même. Puis il y a des auteurs qui commencent à réfléchir l'agroécologie en contexte urbain. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer des courriels. Je peux aussi vous envoyer des liens là-dessus. C'est ça. Merci beaucoup, Émilie. Très apprécié. Très intéressant comme sujet d'étude. On a Craig Bitume. Bonjour. Je me demande à quel point on doit travailler à faire une définition précise, parce que là, on semble être en train d'essayer de définir une vision. Mais comme quelqu'un l'avait mentionné dans le chat, je suis un peu d'accord qu'il faut aussi qu'on le voit peut-être comme une espèce de une bataille politique, c'est-à-dire qu'il se passe un événement où il y a peut-être différentes forces qui sont en jeu. Puis le but de la vision, je pense que c'est de communiquer avec les gens avec qui on peut s'entendre un peu mieux, puis de réussir à bâtir ensemble. Mais ça dépend à qui on s'adresse, parce qu'on aura beau faire la plus belle définition qu'on peut, puis on pourrait passer beaucoup de temps à essayer de définir. Il y a peut-être des acteurs qui vont prendre nos définitions, puis qui vont les coopter, puis qui vont les vider de leur sens. Puis ça va être juste des mots qu'on va avoir pris beaucoup de temps à articuler, mais qui ne nous permettront pas d'avancer. Fait que je pense qu'on ne doit pas nécessairement chercher à avoir une définition super précise, mais tant qu'on a l'impression que ça nous parle entre nous qui est ici, puis qu'on sent que ça sert à rejoindre des gens qui sont un peu dans la même force que nous. Puis quand on avait nommé les forces adverses, je pense que des systèmes comme le capitalisme ou des logiques étatiques peuvent être quelque chose qui est problématique. Puis on doit penser, genre, nous, on est qui est ici? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Puis est-ce que la définition est utile pour nous? Puis je suis à l'aise aussi avec le fait qu'on dise, ben, on utilise tel mot, agroécologie, par exemple, parce qu'un camarade ou quelqu'un qu'on aime bien utilise ces termes-là, puis que ça nous parle pour ça. Mais tout ça pour dire que il y a une limite à vouloir définir. Il faut voir si ça nous est utile pour notre mouvement. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait prendre les prochaines interventions, puis ensuite passer aux prochains critères, à moins que quelqu'un s'oppose à ce qu'on adopte ce critère. Donc, pour l'instant, je pense que tout le monde s'entend pour la biodiversité, tout le monde s'entend pour l'agroécologie, mais plus ou moins, là, c'est des questions de où le placer dans le schéma.
si je peux me permettre, l'agroécologie, donc il y a Alain Olivier qui vient de publier un livre là-dessus qui est à l'Université Laval, puis il y a tout mouvement par rapport à ça. Il y a l'agroforesterie aussi qui est très fort. Donc, c'est des mots qui peuvent attirer les gens puis dire un peu dans quelle mouvance on se trouve. Valérie? En fait, tu sais, c'est clair qu'on s'entend là, sur la question de biodiversité, là, mais je pense qu'il y a peut-être juste une question de hiérarchie là, dans les termes puis dans la manière qu'on veut l'apporter. Moi, je trouve que biodiversité est peut-être un peu trop spécifique là, pour un seul critère. J'aurais peut-être été vraiment plus large en mentionnant tout simplement là, tu sais, la protection de l'environnement. Ou favoriser un environnement sain, tout simplement, en favorisant la biodiversité, en protégeant les sols, en limitant la production de gaz à effet de serre. Puis après ça, avec ces valeurs-là, on pourrait se diriger sur une technique, une appellation, ou peu importe, ou même prendre des items dans certaines terminologies pour un peu aller dans le même sens que Fernand disait, là, on va se l'approprier, cette technique-là qui va répondre à nos critères de protection de l'environnement. Donc, Valérie, est-ce que je comprends bien que qu'est-ce que tu proposes? Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est quoi ta proposition? En fait, dans le critère 1, là, où c'est indiqué biodiversité, j'irais plus large. Puis je détaillerais une protection de l'environnement, puis je détaillerais qu'on veut favoriser la biodiversité sur tous les plans, là, autant pour ce qui est sauvage qu'on ne cultive pas, mais aussi dans les aliments qu'on veut cultiver, là, avoir une diversité d'aliments, mais aussi protection des sols. C'est bien écrit là, dans agroécologie qu'il y a une protection des sols, une réduction des gaz à effet de serre, mais ça, je le montrais et je le mettrais plus en évidence. Et ensuite, on pourrait dire qu'on s'inspire de l'agroécologie ou de la permaculture. On s'inspire de ça sans nécessairement dire que c'est totalement ça qu'on va préconiser à l'ensemble de tous les hectares, autrement dit. Merci, Valérie. Je veux juste essayer peut-être de résumer. Dans le fond, toi, Valérie, tu trouvais que la biodiversité était trop poussée, mais réellement, l'agroécologie, pour nous, était déjà comme en dessous, en fait, un sous-critère de cette biodiversité plus large. Donc, si, admettons, qu'on focus sur le mot biodiversité, pour toi, c'était trop large, est-ce que tu aurais un mot différent? Tu m'as dit environnement. Oui, tout simplement, mais il y a peut-être d'autres gens là, qui ont quelque chose à ajouter aussi. Là, c'est peut-être sorti nulle part ce que je dis, là, mais peut-être que ça nous démêlerait de le faire dans ce sens-là aussi. Oui, non, moi je trouve ça une bonne idée. La protection de l'environnement, la biodiversité, c'est un des aspects de la protection de l'environnement. Puis ensuite, comment on favorise la biodiversité, ça pourra faire partie des prochaines étapes, plus comme c'est quoi les solutions qu'on va mettre en place. Donc, un projet qui favorise la protection de l'environnement, admettons. Je lance ça comme proposition. Est-ce qu'il y aurait des gens qui s'opposeraient à cette idée de critère numéro 1? On peut prendre l'intervention de Michael avant, parce qu'il y avait la main levée, puis aussi le cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, puis ensuite, on va voir si on adopte le critère. Parfait. Michael? OK. Bon. Je voulais souligner dans un premier temps que la biodiversité, c'est quelque chose qui est déjà proposé par le MAPAC puis par le ministère de l'Environnement. Puis ça donne plus ou moins de résultats, hein, parce que c'est quand même très large comme terme, puis c'est très, très malléable aussi, là. Donc, les agriculteurs puis les fonctionnaires peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. Je pense que c'est là aussi toute l'importance d'avoir une bonne définition. Si on veut avoir une vision à laquelle on peut tous se rattacher, je pense qu'il faut nécessairement bien définir les termes. Quant à
Quant à la proposition de protection de l'environnement, ça me semble très vaste aussi. Peut-être quelque chose comme qui reconnaît l'importance des services écosystémiques ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une suggestion, là. Puis sinon, ben, un peu comme Émilie disait, moi j'aurais l'impression que l'agroécologie serait pas nécessairement un sous-aspect d'un critère, mais plutôt comme une démarche globale dans laquelle les critères s'inséreraient. En lisant les critères là, dans la brochure, j'ai l'impression que l'agroécologie réunit ces 5 critères-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus comme au-dessus de ces critères-là. Oui. Donc, merci. J'ai l'impression qu'on va devoir retravailler ce critère-là puis le resoumettre à la prochaine assemblée pour qu'on s'entende. On va quand même prendre l'intervention de Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy. Bonsoir. Je suis Renaud Blais. Je ne veux pas froisser personne, mais j'utilise généralement un langage simple, clair et bon. Moi, le débat que vous entamez, plutôt théorique, je trouve que ça a beaucoup de valeur parce qu'on va savoir où on s'en va à terme, quand les discussions seront finies sur le sujet d'ici 3 à 6 mois. Mais en parallèle de ça, il faut préparer la bataille politique. Quand j'entends ça, c'est qu'il faut aller chercher des appuis dans les centres de recherche, dans les groupes d'intervention, puis se préparer à la bataille politique. Parce que si on ne la gagne pas, cette bataille-là, ça n'aura servi à rien d'écrire des beaux mots. Moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous à la 5e ou 6e rencontre, quand vous nous proposerez quelque chose d'abouti. Pour ce soir, moi, j'en resterai aux 5 critères qui ont été présentés au début. Puis, en parallèle de ça, préparer la bataille. Parce que François Legault ne nous fera pas de cadeau. Puis s'il y a des concurrents qui travaillent sur ce terrain-là, comme des centres de recherche universitaires, des groupes de recherche, beaucoup plus crédibles que des citoyens du point de vue de la CAQ, entendons-nous bien, là. Je ne veux pas dénigrer la démarche qu'on fait présentement. Ça aura beaucoup de valeur, mais bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Renaud. C'est effectivement une bataille politique et puis on est en plein dedans. On a contacté beaucoup d'élus, des gens, des chercheurs, des organisations. On a ici ce soir des organisations importantes qui sont sur la table de concertation d'ailleurs pour certains. Et puis, voilà. Puis là, on est vraiment au début de la démarche. Le but, c'est de trouver des solutions et puis de faire des actions. Et puis, on s'inspire d'autres démarches ailleurs au Québec. Il y a en ce moment un gros mouvement là, pour faire des démarches collectives, participatives dans les systèmes alimentaires au Québec. Donc, on s'inspire de ça pour les différentes étapes à suivre. Donc, l'étape de développer une vision commune est importante pour qu'on sente qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Puis une fois que ça va être fait, on va être plus fort politiquement. Donc, c'est vraiment une démarche politique. Puis, on est en lien avec la responsable du MAPAC. Tout ce qu'on fait lui est reporté. On a une bonne communication avec eux. Voilà pour l'aspect politique. On va parler des autres étapes à la fin de l'Assemblée, si vous restez avec nous. Vous voulez prendre rapidement? Ouais. Finaliser, puis ensuite, c'est les 2 dernières, puis ensuite on passe. Bon, d'accord. On va prendre les 2 interventions, puis ensuite, on va passer au prochain critère. Alors, pour le groupe d'action en écologie intégrale. Ouais. Oui, merci. Non. En fait, je voulais intervenir sur le débat qui avait lieu avant, là, entre le rapport sur la biodiversité et l'agroécologie. Je pense que l'agroécologie, c'est quelque chose de trop précis à ce stade-là.
l'énoncé préserver la biodiversité reste suffisamment large pour qu'on définisse plus tard, à une autre étape, la façon d'y aller, la façon de préserver la biodiversité. En l'occurrence, on peut donner l'exemple que préserver la biodiversité, bien entendu, l'agroforesterie y contribue, mais par exemple, si on peut préserver, s'il y avait des espaces humides qui sont déjà là, qu'on peut préserver, ou même en créer au niveau de l'aménagement d'ensemble, on peut de cette manière-là aussi contribuer au renforcement, à la préservation de la biodiversité. Donc, pointer directement l'agroforesterie à cette étape-là, qui n'est qu'une façon de favoriser et préserver la biodiversité, je pense que c'est trop tôt à ce niveau-là. Et j'adhère aussi à l'idée qu'on puisse effectivement dire qu'on veut un ensemble qui protège l'environnement, mais c'est quand même bien que le mot biodiversité apparaisse assez clairement. On peut dire préserve l'environnement, protège l'environnement et préserve la biodiversité ou voilà. Ça, je pense qu'on peut dire les choses de cette manière-là, rester général à ce stade. Maintenant, au moment où on va passer à la partie pratique, comment on préserve la biodiversité, comment on protège l'environnement avec ce qui va se faire à ce niveau-là, l'agroforesterie et tout le tralala pourra venir derrière en tant que tel. Je partage aussi l'intervention de Renaud qui indiquait tout à l'heure qu'il fallait aller chercher des alliés dans les milieux où les réflexions sont faites, où justement ces questions-là sur lesquelles nous sommes en train d'hésiter, où il y a des gens qui ont déjà réfléchi en amont et qui peuvent venir avec des propositions. Donc, aller chercher les universitaires, aller chercher des personnalités comme ceux qui se sont battus pour ces questions-là déjà et les associer à la démarche, ça me paraît indiqué. Absolument. Ça préparera à l'affrontement politique. Oui, très pertinent. Donc, j'ai entendu ce que les gens ont dit. Donc, on va définir le critère plus au niveau des aspects de la protection de l'environnement, donc protéger les sols, les eaux, etc. Et puis, la biodiversité va être latent. On va enlever l'idée d'agroécologie de ce critère-là, qui va être mis dans une définition plus globale. Et puis, les chercheurs, tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, on a déjà commencé à les contacter, puis ils vont être invités aussi à participer à la programmation d'hiver des Amis de la Terre. Donc, on va organiser des panels, des activités qui vont être des espaces d'échange entre ces gens-là qui pourront nous parler d'agroécologie, de pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, etc. Dominique? On ne t'entend pas, malheureusement. Pas oublier le chat. C'est vrai, on a beaucoup de commentaires dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous dit que, selon Radio-Canada, les audiences publiques qui suivront la table de concertation débuteront en avril pour permettre au public de se prononcer sur le projet détaillé lui-même, qui aurait été détaillé par la table. Ça, si c'est vrai, c'est un peu décevant, mais à mes yeux, parce qu'on se prononcerait, les citoyens seraient invités à se prononcer sur un projet qui serait déjà développé, élaboré. Donc, ça laisserait moins de place aux gens pour contribuer à la conception. Tous les commentaires sont enregistrés. Donc, ceux qui ont fait des commentaires sur les critères, ça va être considéré. Donc, on va retravailler ce critère. On a une définition de l'agroécologie qui est plus simple et plus globale. Il y a quelques questions. Est-ce que ces rencontres ont pour but de déterminer le processus de consultation? Donc, non, ce n'est pas nous qui gérons ce processus-là. Qu'est-ce que vous avez fait de…
Ma question portait sur ceux qui ont reçu des invitations. Ceux qui ont reçu des invitations, donc Ils sont invités à 4 rencontres. Donc, je me questionnais, est-ce que ces rencontres-là vont permettre de déterminer le processus de consultation ou c'est déjà des étapes de j'ai consultation? l'impression que c'est les consultations elles-mêmes qui sont formées de 4 rencontres. Et puis, un cahier de consultation. Je n'ai pas eu connaissance de cahier de consultation. Je ne pense pas qu'on soit rendu là. Donc, Si je me fie, par exemple, aux consultations publiques là, du PM-GMR pour les matières résiduelles de la CMQ, si c'est un peu le même genre, les 4 consultations, c'est juste qu'ils vont viser différents groupes, en fait. Donc, il y en a un, par exemple, pour les ICI, donc c'est les institutions, les commerces et l'industrie. Il y en a un pour le public, il y en a un pour donc différents secteurs, dont soit les organismes qui sera nous, en fait, ou le public directement. Donc, j'imagine que c'est ce genre de consultation qu'il va y avoir. ben, en fait, là, c'est 4 rencontres où c'est tous les mêmes acteurs, je pense, qui vont être aux 4 rencontres. Fait que je pense que c'est plus OK. une concertation entre différents acteurs qui vont parler de, j'imagine, un thème différent à chaque rencontre. Ah, OK. Donc, ça serait des consultations différentes. Pardon, j'avais ça en tête. Il y a plusieurs types de consultations. OK. Fait que je pense que c'est ça pour le chat, là, ceux qui ont fait des commentaires, c'est tout enregistré, puis on va tout considérer ça. Donc, on va passer au prochain critère. L'inclusion sociale. Donc, l'agriculture, c'est une bonne manière d'avoir des projets d'inclusion sociale. Parce que travailler en équipe sur des projets agricoles, c'est une bonne manière d'inclure les gens, de les valoriser, de travailler ensemble. C'était la mission de la ferme Saint-Michel-Archange pendant plus que 100 ans, donc la ferme que les Sœurs de la Charité géraient sur les terres des Sœurs de la Charité. Il y avait les patients de l'hôpital qui travaillaient sur les terres. Ensuite, ça a été des organismes communautaires qui référaient des gens pour travailler sur la ferme, dans les serres. Donc, on trouvait ça important de préserver ce patrimoine social-là, de garder cette fonction-là des terres, d'inclure les gens qui sont exclus socialement, qui sont marginalisés. Donc, on va lire ceci. Favoriser le travail d'équipe en tant que manière, bon, là, il y a un « et » de trop. C'est en tant que manière de valoriser les gens exclus socialement, de favoriser le vivre ensemble et l'intelligence collective. Les efforts pour que les groupes culturels et socio-économiques marginalisés, que les personnes isolées soient inclus dans les processus décisionnels et les activités. L'accessibilité universelle, la gratuité, un lieu accueillant et plaisant pour tous, et préserver le patrimoine social des Sœurs de la Charité. Pourquoi vous ne l'affichez pas? Pardon? Je ne vois pas le texte. Excusez-moi. Ouais. Je pensais qu'il était encore partagé. OK, c'est bon. Ça va aller mieux comme ça? OK. Fait que... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions? Si jamais il n'y a pas d'intervention, on va considérer que tout le monde est d'accord. On va vous laisser réfléchir. Michaël?
Est-ce que c'est comme plusieurs exemples ou comment est-ce que les paragraphes sont organisés? Parce que j'ai l'impression valoriser les gens exclus socialement, favoriser le vivre ensemble, puis effort pour que les groupes culturels et socio-économiques marginalisés et que les personnes isolées soient inclus, ça reviendrait dire la même chose, non? Il y a bon, accessibilité universelle, gratuité, lieu accueillant, ça c'est correct, le patrimoine social. Mais les deux premiers paragraphes, j'ai l'impression qu'ils disent un peu la même chose. C'est quoi la distinction que vous feriez entre les deux-là? La première, c'est le travail d'équipe, donc l'importance que les gens travaillent en équipe. Donc, c'est une façon d'inclure les gens puis de les valoriser. Les autres, c'est pour rejoindre pour les inclure, donc faire des efforts pour que certains groupes soient inclus parce que certains groupes sont difficiles à rejoindre, certains demandent de considérations particulières. Donc, c'est de faire des efforts pour aller chercher les groupes ou les personnes isolées puis les amener vers le projet d'agroparc, où là, ils seront amenés à travailler en équipe. Donc, c'est deux aspects, si on veut, de l'inclusion. Est-ce que c'est compréhensible? Qu'est-ce que je dis? Ouais. Plus ou moins. Je veux dire, non, c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Donc, il faut faire des efforts pour aller chercher les gens qui sont marginalisés, les gens qui sont isolés. Donc, ça demande un certain type de communication, de démarche pour aller chercher ces gens-là. Puis ensuite, le travail d'équipe, c'est plus la façon que les activités fonctionnent. Donc, une fois que les gens ont été amenés, comment ils sont inclus, c'est dans un esprit de travail d'équipe. OK, je comprends. Bon. Merci. Marianne? Oui, parce qu'il faut savoir que aussi, étant donné qu'il y a un voisinage bâti autour du périmètre, il faut imaginer qu'il va y avoir des interventions sociales à réaliser. Ce ne sera pas juste de l'agriculture. Les voisins, ils vont voir des choses. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc, effectivement, quand on parle d'inclusion sociale, parler dire de mots forts, effectivement, il faut le garder. C'est très différent de juste le vivre ensemble parce qu'avant que les gens sentent qu'ils peuvent participer ou en tout cas être à l'aise avec le voisinage d'une forme d'agriculture à côté de chez eux différente pour l'avenir, il y a des affaires qui sont probablement peut-être pas évidentes. Il peut même avoir des adversaires là, qui apparaissent comme ça pour toutes sortes de raisons. Alors, effectivement, il y a des efforts au niveau d'une forme de travail social. Ce n'est pas juste du travail agricole. Merci. On va essayer de respecter les tours de parole, s'il vous plaît. Merci, Marianne. Oui, ben en fait, juste pour demander une petite précision, là, parce qu'à la dernière rencontre que j'ai visionnée, j'ai vu qu'on je pense que c'est Laurent Duroc qui avait mentionné que la façon qu'il voyait ça, c'est comme il y a 5 lots, peut-être qu'il y aurait 5 projets. Ben, comme c'était sa vision. Là, je me demandais en ce moment, est-ce qu'on réfléchit pour que ce soit un projet, un gros projet sur l'ensemble des 203 hectares, ou est-ce qu'on a dans notre idée qu'il y aurait peut-être différents projets, puis que ce serait les critères pour chacun des projets, ou est-ce que, excusez, c'est long comme question, est-ce que les 5 critères devraient être comme remplis par les différents projets qui pourraient être menés? Je ne sais pas si c'était clair. Oui, Marianne, c'est très clair, merci. Okay. Donc là, on parle du projet en général qui pourrait inclure différents projets, mais qui pourrait aussi être un seul projet. Donc, on ne sait pas de quoi va avoir l'air le projet concrètement. Mais là, on parle des valeurs qui vont se retrouver à la base de tous les projets sur les terres des Sœurs. D'ailleurs, c'était des valeurs qui étaient aussi à la base des projets dans le passé sur les terres, mais c'est ça. Fait que ça serait important d'inclure tous ces critères-là dans tous les projets sur les terres des Sœurs. Peut-être que certains projets seront plus axés sur un critère ou un autre. Merci. Merci. Laurent? C'est ça. Moi, dans le fond, pour préciser, c'est que moi, j'aimais mieux le principe de diviser les différentes
section, tout ça, parce que ça permettait d'avoir plus d'opportunités, plus de projets possibles qui feraient que, dans le fond, justement, la game politique qu'on a, puis économique, serait beaucoup plus acceptable pour certains groupes. Puis on pourrait tirer notre épingle du jeu sur certaines parcelles, puis vraiment avoir une pérennité, puis une importance là, dans le gros projet. Là. Donc, la vision d'inclusion sociale, moi, je la vois pour une partie du projet, mais l'ensemble, un moment donné, au niveau économique, ça va être un peu compliqué à être capable d'être périn, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux séparer certaines parcelles, justement, pour arriver à une conclusion qui soit acceptable autant pour les gouvernements que pour les gens qui habitent à côté, que pour la population, intégrer la population dans la littératie alimentaire, tout ça. Donc, tu sais, un des derniers points en bas, c'est au niveau éducatif, je crois. Bien, justement, ça vient rejoindre un petit peu là, ce côté-là. Tu sais. On peut intégrer, oui, dans une partie, mais il faut se remettre en contexte que les sœurs de la charité, quand ils ont fait le projet, ils ont énormément d'argent et d'appui en arrière. Nous, de où va venir cet argent-là? Du public, de dons ou du gouvernement? Bien, c'est ça, à un moment donné, le gouvernement a déjà acheté les terres, donc si on demande encore de l'argent et que je ne parle pas de profit, là, mais pas du tout. Là. Je parle juste de rentabilité du projet, être capable d'avoir des subventions pérennes, puis vraiment avoir des caractères sociaux très forts, comme on est en train de définir là. Si on fait ça sur toute la parcelle, on n'y arrivera pas, à mon avis. Ça va être un château de cartes qui va s'effondrer. Tandis que si on le fait sur certains secteurs, on va être fort ensemble des différents groupes projets qu'il va y avoir sur ce territoire-là de 203 hectares. C'était plus ça si l'explication est plus précise. Ça, en passant, c'est mon opinion personnelle et non l'opinion du ROC. Merci, Laurent. On va se concentrer sur les valeurs, les critères, et puis essayer d'adopter des critères. Puis, pour ce qui est de comment le projet sera appliqué dans le concret, ça va être discuté dans les prochaines étapes. Ça sera bon. Je vais préciser un petit commentaire qu'il y avait eu sur le deuxième paragraphe, je crois bien plus particulièrement, ou sur le premier paragraphe, qu'on mentionne que c'était plus coopération plutôt que travail d'équipe qu'on aurait aimé voir. Alors, c'est noté. Merci beaucoup pour le commentaire. Oui, il n'y a aucun problème à mettre le mot coopération. Puis ça englobe plus de possibilités, j'imagine. Est-ce qu'on a d'autres interventions sur le critère numéro 2? Sibi? Laurent, est-ce que c'était une vieille main qui était laissée lever? Désolé, oui, vieille main. Pas de problème. Ah, c'est une vieille main. Oui. Je comprends un peu la gêne. Tout ça, ça a l'air très gentil et j'ai bien aimé l'intervention de Renaud tout à l'heure qui disait qu'il va y avoir des batailles farouches, des affrontements sur cette terre-là. Et ce qui est écrit là, ça a l'air très gentillet et peut-être qu'il faut rester au niveau des principes, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire c'est un projet qui vise l'inclusion sociale et s'en tenir là au niveau de l'expression, peut-être au niveau j'accepte beaucoup les deux dernières phrases, accessibilité universelle, gratuité, lieu accueillant, bon, gratuité, je ne sais pas, mais lieu accueillant et plaisant pour tous, préserver le patrimoine social des sœurs de la charité. Je le relirai bien à la partie inclusion, mais les deux phrases plus précises là qui essaient de donner un contenu, ça peut effectivement donner l'impression d'être, projet ONG, alors que là, il va y avoir des bagarres, des affrontements. Peut-être qu'il y a une partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est-à-dire quelle organisation on va mettre derrière ça pour justement favoriser
tous ces critères qu'on est en train de définir comme l'inclusion sociale, ça prend une grosse organisation en arrière pour veiller à ce que tous ces critères qu'on est en train de définir soient là au moment de l'exécution du projet. C'est un peu l'observation que je voulais faire à ce niveau-là. Mais j'accepte l'idée que ça doit être une inclusion sociale avec l'accessibilité universelle, lieu accueillant, plaisant et préservation du patrimoine des sœurs. Merci. Je pense que c'est quand même pertinent de définir l'inclusion sociale parce que sinon, ça peut être quelque chose qui est utilisé à toutes les sauces et ça peut être facile d'être galvaudé. Donc, de préciser, de faire des efforts pour aller chercher les groupes marginalisés, je pense que c'est important. Et puis, la collaboration, je pense aussi que c'est important. Donc, si j'ai bien compris, il n'y avait pas d'objection comme telle. C'était juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'adoption de ce critère? Est-ce qu'on a une autre intervention avant de passer au prochain critère? Parfait, merci beaucoup à tout le monde. Le critère numéro 3, la communauté. Donc, Karen, est-ce qu'on avait dit qu'on arrêtait à 20h30? Oui, 20h30, on va pouvoir passer plus vers les dernières slides pour parler un petit peu des prochaines étapes. 20h30, 20h40, on va peut-être se laisser, si on est capable de passer les 3 critères, on va voir comment que ça se passe pour les prochains. Oui, ça m'étonnerait qu'on passe les 3, mais on va essayer d'en passer le plus possible, mais on veut que tout le monde soit entendu. Donc, les critères qui n'ont pas été discutés aujourd'hui vont être discutés à la prochaine occasion. Donc, pour le critère 3, un projet par et pour la communauté, vous voyez bien l'écran? OK. Donc, on parle d'une agriculture de proximité, d'approvisionnement en circuit court, et de mécanismes pour répondre aux besoins des gens et des organisations, de concertation avec les acteurs du système alimentaire et de la communauté, qui est axé sur la sécurité et l'autonomie alimentaire, de pratiques d'économie circulaire, de mutualisation, de partage, d'économie sociale, d'espace et d'activités pour la communauté, pour les rassemblements, et dans une perspective de droit à l'alimentation pour tous. Est-ce qu'il y en a des interventions sur ces aspects de l'aspect communautaire du projet d'Agroparc? Je vous laisse réfléchir. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble, les différents acteurs, pour répondre aux besoins de la communauté. Michael? Moi, j'aurais peut-être une petite suggestion de rajouter souveraineté alimentaire. Je ne sais pas Oui, si. absolument, bonne idée. Donc, peut-être qu'on pourrait remplacer autonomie par souveraineté. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça. Ou rajouter souveraineté à autonomie. C'est peut-être deux choses différentes. Souveraineté est toujours dans les concepts en relation avec soit la sécurité. Alors, idéalement, si ça contribue à la souveraineté alimentaire, c'est sûr que c'est une étape beaucoup plus ambitieuse que la simple sécurité. Ce ne serait pas mauvais de le mettre. Moi, c'est sûr que au Québec, on est loin, très, très loin de la souveraineté alimentaire. Alors, ce serait une occasion de favoriser localement, d'améliorer localement la souveraineté alimentaire. Il faudrait peut-être le mettre de même, ça, parce qu'on part de loin, là.
Alors, Oui, c'est une bonne idée. Merci pour la suggestion. J'avais mis l'aspect de la souveraineté dans le critère d'éducation, mais c'est vrai qu'il se retrouve, que ce serait pertinent qu'il se retrouve dans ce critère-là. Marianne? Oui, je ne sais pas exactement comment le formuler, mais il pourrait peut-être y avoir quelque chose par rapport, parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais je pense qu'il va y avoir d'autres retombées bénéfiques d'activités agricoles sur les terres de la charité, que ce soit des bénéfiques pour la santé mentale ou je ne sais pas si ça vaut la peine de les nommer, mais peut-être qu'on pourrait avoir je ne saurais pas quel sens ça pourrait prendre, mais je ne sais pas Merci. Ouais, Merci, Marianne. Je pense que les suggestions qui sont là englobent d'autres choses que l'agriculture déjà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais mécanismes pour répondre aux besoins des gens et des organisations. Donc, les besoins, ça peut aller au-delà d'alimentation. Ça peut être un besoin de se promener dans un parc, par exemple, de voir quelque chose de beau, des activités culturelles. Il y a aussi espace et activités pour la communauté, les rassemblements. Donc, je ne sais pas si ça... Peut-être qu'on pourrait effectivement rajouter quelque chose qui ferait bien comprendre qu'on parle de besoins non pas seulement au niveau alimentaire, mais de besoins aussi au niveau de la santé globale, puis de la vie communautaire. Je note. Donc, on va élargir la question des fonctions pour la communauté. On va ajouter la question de la souveraineté. Laurent? Oui, il y a quand même des beaux concepts qui sont sortis au niveau de la durabilité, tout ce qui est durable. Santé durable, justement, ça serait quand même quelque chose qui serait, je trouve, à point nommé à rajouter. D'accord. C'est vrai que la question de la santé est importante. Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du critère numéro 3 selon les modifications qu'on a dit? Merci à tout le monde. Donc, on a 2 critères d'adopter. Un autre qui va être certainement adopté une fois, bien, pas certainement, mais sûrement adopté une fois qu'il va être travaillé selon ce qui a été dit. Donc, on avance bien quand même. Le critère numéro 4, un projet démocratique participatif. OK. Donc, on parle d'un projet co-conçu et co-construit. Donc, conception collective, construction collective. La gestion et le fonctionnement permettent la participation de tous aux décisions et aux opérations. Un mode de prise de décision collectif, incluant tous les groupes à toutes les étapes. Donc, on nomme les étapes conception, réalisation, pérennisation, transformation. Assure une place importante aux agriculteurs, en particulier les petits producteurs et la relève agricole. On parlait de bataille politique, mais c'est les acteurs qu'on voudrait favoriser dans cette bataille au niveau des agriculteurs. Donne une voix à tous, donc que les gens puissent se faire entendre, et encourage et favorise la participation citoyenne, qui demande des efforts particuliers. Laurent, est-ce que c'était une vieille main ou une nouvelle main? Une vieille main. Est-ce qu'on a des interventions sur le critère numéro 4, sur la question de la gouvernance démocratique, qui est une question vraiment centrale, très importante? Michael? Oui, c'est encore moi. En fait, sur le plan théorique, je suis tout à fait d'accord. Au niveau des valeurs, je suis tout à fait d'accord. Sur le plan pratico-pratique, je vois plusieurs écueils. Quand on
on en parler, mais, Je m'excuse, Michael, je n'ai pas entendu ta dernière phrase. Je ne sais pas si c'est juste moi. en fait, je disais que tu sais, au niveau pratique. valeur, au niveau de la vision, je suis tout à fait d'accord, mais je vois quand même plusieurs écueils là, quand on va arriver au niveau de la réalisation, quand on va arriver plus au niveau pratique de la chose. Là. Mhm. Donc, c'est ça. On pourra peut-être en parler à ce moment-là, mais Absolument. D'ailleurs, on a prévu là, plusieurs activités avec les Amis de la Terre pour discuter de comment on travaille, comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire des projets collectifs, participatifs et que ça fonctionne. C'est toujours assez difficile de conjuguer là, le fait de garder son identité, puis d'être malléable, puis que tout le monde soit inclus, mais que ça fonctionne quand même bien. C'est des enjeux qui sont discutés par différentes personnes, différents groupes au Québec. Donc, on va essayer d'aller chercher là, le plus d'inspiration, d'informations, de ressources possibles de ce côté-là. C'est comme un gros enjeu. Mais merci pour ton intervention, Michael. Si vous avez des idées là, sur comment on peut réfléchir à comment travailler ensemble, des outils, des références, je vais en nommer quelques-uns bientôt, là, dans quelques minutes, quand on va parler de la suite des choses. Fernand? Alors oui, ben, moi là-dessus, c'est ça. Je pense que ce serait important que dans la réflexion que vous continuez, qu'il y ait des... Ça, c'est pour les valeurs, c'est parfait, mais ça veut dire dans la prochaine étape, moi, je m'attends à voir des réflexions puis des ateliers sur des modèles justement de gestion possible, parce qu'il y en a plusieurs, puis c'est là que ça peut déranger. Donc ça appelle déjà l'étape suivante. Il y a probablement plusieurs possibilités de modèles. Alors, il faut y réfléchir collectivement, pas attendre qu'un petit groupe, on ne sait pas où, ou un MAPAC nous dise ben la structure, ça va être un système coopératif, ça va être ça, puis that's it. On fait des élections, qui va être sur le conseil d'administration, remplissez le format. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut qu'il y ait une réflexion préalable sur différents modèles de gestion possibles. Et ça devrait être dans les prochaines étapes. Merci beaucoup, Fernand. C'est effectivement notre intention de présenter des modèles, de faire discuter des modèles entre eux, de partager des modèles. On a prévu d'ailleurs une deuxième brochure qui va présenter des modèles de gestion collective. Puis, comme je parlais tantôt du Forum des systèmes alimentaires territoriaux qui a eu lieu en novembre à Victoriaville, puis il présentait notamment différents modèles là, de gouvernance partagée, comme Nourrir notre monde en Gaspésie, toutes sortes d'initiatives collectives qui se passent partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Il y a des projets collectifs en alimentation notamment. On a aussi beaucoup de ressources au Québec là, pour ce qui est d'entreprendre collectivement, de gérer collectivement. Donc, c'est ça, on s'en va vers là. Puis on veut des modèles, on aime ça. Tibi? Oui, je ne sais pas si ce point vient après ou bien s'il vient quelque part, mais je ne l'ai pas vu là de ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Nous, on s'est dit que avec cette terre-là qui sont à proximité des gens, cette terre pourrait être d'emblée, au départ, être une terre où expérimenter l'agriculture bio. On va directement dans l'agriculture bio, on l'expérimente là, on forme les gens à l'agriculture bio, on y teste les outils. Alors, je ne sais pas à quel moment ce point va être abordé, mais c'est un point qui est important qu'on profite de ce qu'on est en train d'installer un nouveau projet à ce niveau-là, à proximité des gens, pour faire un modèle d'agriculture qui regarde vers l'avenir. Donc, une agriculture bio avec tous les instruments qui ont été imaginés, développés, qui sont connus, les appliquer là et former les gens, former les agriculteurs ou les jeunes qui veulent aller vers l'agriculture, les former à ces techniques et ces centres-là qui puissent servir à cela aussi. Je ne sais pas à quel moment ces questions vont être abordées. Bien entendu, au niveau des valeurs, mais ce point-là, il est tellement important que je me permets de l'amener là. Merci. Donc, on en a parlé au
au critère numéro 1, qui était sur la question plutôt de l'écologie, il y en a aussi question au critère. Le point numéro 1 parlait de biodiversité. Préserver la biodiversité, c'était ça. On Mais a finalement décidé de changer ce critère-là pour parler plutôt de protection de l'environnement, puis d'accord. mettre différents aspects. Est-ce qu'on va mettre biologique? On n'a pas pris cette décision-là ce soir. Peut-être qu'on pourra en reparler quand on verra le critère appliqué. Parce que le biologique, dans le fond, c'est une façon d'appliquer. Fait que c'est peut-être plus au niveau des solutions que des valeurs. Oui, je conçois ça, oui. Mais j'amène ça sur la table, là, parce que ce serait bien là, de profiter de l'occasion. On va avoir des terres presque vierges, là, où on va lancer un nouveau projet. Ben, faisons de l'agriculture bio pour montrer aux gens que ça marche. Oui, pour montrer aux gens qu'on c'est effectivement un élément à considérer. C'est ça l'idée. Les terres qui sont là, je ne sais pas s'ils sont propres à l'agriculture biologique parce que là, c'est de l'agriculture conventionnelle qui est pratiquée en ce moment. C'est sûr qu'ils font attention au niveau des produits qui sont épandus parce qu'il y a des maisons juste à côté. Oui, mais fait que ça serait effectivement un bon terrain d'expérimentation. c'est une raison de plus, et puis c'est à proximité des gens, et puis les terres, ben, il faut les mettre en repos pendant quelque temps pour. Oui, je m'excuse, on va respecter les tours de parole, s'il vous plaît. Donc, le critère numéro 5 aussi pour inclure ça, parce qu'on parle d'éducation sur les meilleures pratiques en agriculture, puis d'expérimentation aussi des meilleures pratiques. Donc, peut-être qu'on pourrait inclure l'aspect biologique dans le critère numéro 5. Je m'excuse, Karine veut me dire quelque chose. Oui, non, mais c'est ça, je voulais seulement mentionner en fait que c'est un point important qui a été soulevé, mais qui va être revu dans les sous-points, en fait, dans les sous-critères. Donc, c'est certain qu'il va être probablement à quelque part, mais c'est quelque chose qu'on va discuter plus tard, soit dans une autre assemblée ou à un autre moment. Ou à quel endroit, en fait, et sous quels critères on pourrait le mettre, le placer. Laurent? Oui, c'est ça, au niveau de justement le sol, l'agriculture bio, juste un petit aparté. Je ne sais pas s'il y a des analyses de sol, si on a accès à ça, ça serait comme le fun d'avoir cette information-là. Au niveau de mon intervention, le côté démocratique, participatif, déjà, de un, le propriétaire, c'est le gouvernement du Québec. Donc, c'est toutes nous autres, mais en même temps, ce n'est pas clair. Donc, au niveau des droits exactement qu'on aurait, oui, le statut légal est quand même assez important. Est-ce qu'il va changer de propriété ou pas? Ça va être à définir. Là, présentement, on est sur le comité consultatif, puis il va y avoir le comité de création, dans le fond, du projet. Mais après ça, le côté démocratique participatif va être très, très important aussi au niveau du comité gardien ou administratif ou CA qui va être créé et du comité réalisation de chaque parcelle de projet, de chaque groupe. Donc ça, à chaque étape, en fait, il va falloir bien se positionner pour avoir une importance dans les prises de décision. Sinon, si on en manque une, il y a des chances qu'on soit pas mal relégué à côté, puis qu'on nous donne des miettes, puis qu'on n'ait pas vraiment le choix de décider. Donc, ça, au niveau démocratie participative, là, c'est quand même un critère plus qu'important de savoir où qu'on va cibler, puis si on est toujours une place à table pour bien décider. Puis ça, je pourrais ramener, vu que le concept du respect des communautés autochtones et tout ça, de plus en plus émis, sans faire d'aparté de revendication, de terminologie ou quoi que ce soit. Le principe conseil des sages, ça serait quand même bien, dans le fond, qu'on soit là un petit peu comme gardien du côté protection du citoyen, bien-pensance, vivre ensemble du citoyen. Tu sais, on pourrait se positionner là-dessus, puis il ne pourrait pas nous tasser. Sinon, il y aurait des levées de boucliers, autant au niveau des propriétaires qui habitent à côté que des citoyens au travers de la ville, que des différents organismes. Donc, on aurait vraiment un gros point fort là, si on se positionnerait là-dessus.
Oui, c'est vrai que de s'inspirer des pratiques autochtones des Premières Nations, c'est une bonne idée. Ils sont très bons pour travailler ensemble. Ça fait partie de leur culture traditionnelle. Fernand? Oui, moi, je suis d'accord. Je mettrais après le mot co-conçu et co-construit. À chaque étape, c'est pour dire que ce n'est pas juste soit en amont ou en aval. Il faut que ça devienne une pratique. Fait que préciser que c'est à chaque étape de tout ce qui va arriver à partir de maintenant jusqu'à ad vitam aeternam. Il faudrait que ce soit à chaque étape. Ça serait bien de le préciser parce que ça pourrait être interprété comme juste l'étape préalable d'idéation, puis après ça, c'est fini. Mais non, non. Bien, en fait, dans le deuxième paragraphe, ça finit par à toutes les étapes, puis les étapes sont nommées. Cependant, j'entends que je vais mettre ça au début. Au début, on va mettre à toutes les étapes. Comme ça va être très clair pour tout le monde. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est important là, qu'on ne soit pas juste consulté au début, puis qu'après ça, le projet se développe selon les intérêts de ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Et que les premières interventions soient perdues. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du critère numéro 4? Merci beaucoup tout le monde. Donc, on a 4 critères d'adopter. Il est 20h35. Est-ce qu'on passe au dernier critère? Bien, puisqu'il en reste seulement qu'un, si vous êtes d'Adon, on pourrait le passer. Oui. Si jamais il y a trop de contradictions, là, d'opposition, je ne sais pas comment dire ça. Oups, excusez. On laissera faire, mais on va voir si on est capable de l'adopter assez rapidement. Donc, on parle d'un projet avec une vision éducative. Donc, éducative, mais pas seulement au niveau de l'académique, des universitaires, mais aussi au niveau de l'éducation populaire, puis à toutes les étapes de notre système d'éducation. Donc, mieux connaître les aliments pour se réapproprier la souveraineté alimentaire. Donc, voyons. Excusez. Donne accès à l'agriculture aux résidents de la ville. Donc, être un terrain d'innovation sociale. Donc, c'est spécifié social par opposition à l'innovation technologique parce que le gouvernement a beaucoup parlé d'innovation par rapport à ce projet-là. Donc, c'est clair qu'ils veulent en faire un terrain d'expérimentation. Donc, on aimerait insister sur le fait que l'innovation doit être sociale, c'est-à-dire que ça répond aux besoins des gens. Donc, c'est des solutions innovantes, mais pour répondre aux besoins des gens. L'éducation et l'expérimentation pour trouver et diffuser les meilleures pratiques. Donc, au plan des impacts sur la société, sur l'environnement, sur la santé. Un partenariat et la concertation avec les institutions d'enseignement de tous les niveaux, les bibliothèques, etc., les acteurs éducatifs, si on veut. Et transmettre l'histoire des terres des Sœurs de la Charité. En tant qu'historienne, j'aime ce critère. Est-ce qu'il y a des interventions sur le critère numéro 5? Moi, j'interviendrai en disant que j'ajouterais l'idée d'éducation populaire qui n'est pas présente. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Valérie. Ben, c'est juste des petits détails, là, mais je comprends l'importance là, de l'innovation sociale, là, mais je pense que il ne faut pas nécessairement se restreindre à ça. L'innovation, ce n'est pas nécessairement toujours négatif. Là, puis je pense que le projet doit être innovant dans ses techniques, dans son approche. En fait, là, tout ça est nouveau de toute façon. Là, fait que c'est le moment justement d'innover puis d'aller au-delà de justement là, agroécologie, permaculture. On peut vraiment aller au-delà de ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ben, j'aime beaucoup, oui, l'histoire des terres des Sœurs de la Charité, mais on peut même aller au-delà là,
de parler justement que c'est sur ces terres-là que le Canada au complet a commencé à se nourrir. Là. Fait que, ça pourrait même être parler même du début là, des seigneuries et ainsi de suite. Dans le fond, parler de notre histoire, de l'histoire de l'alimentation au Québec en général. Oui, tout simplement, oui. Une bonne idée. Merci. Sibi? Ah, je voulais aussi dire que c'est une bonne idée de parler aussi des autres formes d'innovation. Oui, donc effectivement, je vois bien là, effectivement, éducation et expérimentation pour trouver et diffuser les meilleures pratiques. Ce dont je parlais tout à l'heure sur l'agriculture bio, elle vient là, effectivement. Oui. Mais parfois, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. Donc, quelque part, là, il faut trouver une place pour parler très spécifiquement de ce que on est en train de chercher à réorienter notre agriculture, la façon dont nous nous nourrissons, et se positionner très clairement sur l'agriculture bio dans le cadre de ce projet-là. Faudrait le faire, l'affirmer pour que ce soit l'essence du projet, en quelque sorte. Donc, ça va mieux en le disant, c'est ce que je cherche à dire. Et donc, je pense qu'on devrait trouver un endroit pour dire ça assez clairement, qu'on n'a pas l'intention de faire l'agriculture conventionnelle à ce niveau-là, qu'on veut innover. Et dans ce cas-là, le terrain d'innovation doit aller effectivement au-delà du social. Innovation sociale, innovation au niveau de nos pratiques agricoles, innovation, bon voilà, il faut l'élargir, le terme d'innovation. Et je termine en disant que j'insiste pour que l'essence de ce projet-là soit tournée vers une nouvelle agriculture. Que ce soit une expérimentation d'une façon de cultiver pour nous nourrir mieux par rapport à la santé, par rapport à la protection de l'environnement. Donc, en fait, l'essence de ce projet-là. Voilà, merci. Merci. Ça pourrait être inclus là, dans un genre de préambule à ces critères-là, qu'effectivement, on veut une agriculture différente, qui est durable, qui travaille pour le monde. Dans une optique, là, dans la même optique que plein d'autres démarches au Québec. Pour ce qui est de le biologique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui demanderait une discussion, donc avant de l'inclure, parce que biologique égale pas nécessairement viable, puis viable égale peut-être pas nécessairement biologique, donc peut-être que je me trompe à ce niveau-là, mais je ne sais pas si tout le monde s'entend sur le fait que biologique, c'est essentiel, puis sur le fait que... puis j'ai l'impression qu'il faudrait aller plus loin là, que juste biologique. Puis là, on est dans les pratiques, on est dans le concret. Donc, je pense que ça irait plus dans les prochaines étapes pour ce qui est du mot biologique. Si les gens qui ne sont pas d'accord, vous pouvez l'exprimer. Pour l'instant, j'essaierai quand même de me concentrer là, sur le critère d'éducation, si on est capable de l'adopter avant de passer aux prochaines étapes. Donc, on serait rendu à la... Oui, dans le fond, moi, ce que je voudrais rajouter, c'était, j'avais déjà pensé justement là, à un projet là, au niveau de la mémoire, tout ça, un parcours, une fresque du vivant, autant que de l'expérimentation humaine sur le territoire. Donc, on pourrait partir de la glaciation, expliquer comme il faut au niveau style musée, héritage, mémoire, le passé. Après ça, on pourra avoir une section plus du vivant, du présent. C'est qu'est-ce qu'on fait présentement, c'est quoi que ça amène comme avantage de production et comme défaut de destruction de l'environnement dans bien des secteurs. Puis le troisième, le côté adaptatif, perception au niveau de l'avenir. Puis là, rendu là, justement, tous les projets de fermes durables, régénératives, exemple de fermes Songhai, nordiques, des choses comme ça. Ça pourrait
tout embarqué dans le fond dans le volet adaptation pour l'avenir. Donc, là, les gens pourraient avoir une partie théorique à visiter, un parcours un petit peu muséal, un peu jardin botanique dans l'idée. Puis, ça l'aiderait énormément au niveau de la littératie alimentaire, du plus jeune au niveau garderie, à aller jusqu'au plus vieux, respect justement de ah, OK, je suis présent. Oui, ce que j'ai fait dans le temps, c'est rappelé. Le devoir de mémoire du 6 décembre nous a rappelé, puis beaucoup, puis du 11 novembre au niveau du jour de souvenir, nous rappelle beaucoup que c'est important d'avoir un devoir de mémoire pour que les gens puissent se recentrer sur ce qui s'est passé en arrière, puis après ça, pouvoir mieux avancer en avant. Donc, ça serait un beau respect pour les gens. Donc là, oui, le projet des Sœurs de Charité, les colonies, les Amérindiens avant nous autres, le vivant sans être humain qui s'installait après la glaciation, tout ça serait inclus dans le fond comme une fresque du vivant d'accueil muséal. Ça serait quand même important pour vraiment remettre en contexte les gens. Puis après ça, justement, le côté adaptatif, avenir, perception. Visiter des terres sur plusieurs hectares, c'est pas tout le monde qui va avoir le physique pour le faire. Tandis que si c'est dans un bâtiment, puis que c'est bien expliqué, puis que c'est appliqué à l'extérieur à moins d'un kilomètre, là, il va y avoir vraiment une valeur directe. Là, les politiciens, on pourrait lui toucher le cœur direct aussi, et les investisseurs aussi. C'est bon, merci Laurent pour la suggestion. Je pense que ça s'inscrirait bien, le projet que tu parles, c'est un projet concret qui s'inscrirait bien dans les valeurs dont on parle présentement. Là, il était 45, donc on va prendre très rapidement les 2 prochaines interventions. Après ça, on va voir si on adopte le critère, puis après ça, on va passer à la suite. Sibi? C'est une vieille main? Oui, justement, je voulais intervenir sur le dernier point là que le monsieur a amené. Justement, le centre, il doit être effectivement un centre d'interprétation, effectivement, mais récréo-touristique. Il faut trouver aussi moyen que ce soit un lieu où les jeunes peuvent venir pour voir éventuellement, s'il y a des petits élevages, voire des petits animaux qui sont élevés, un lieu où ils peuvent venir également, voilà, où les gens peuvent venir faire un peu de tourisme local, en quelque sorte, où les touristes extérieurs peuvent venir voir aussi ce qu'on est en train de réaliser au niveau du Québec sur justement ce nouveau type d'agriculture. Et donc, vraiment, ce qu'il a amené là, je le trouve, je voulais le dire, mais ça m'est sorti de la tête au moment de l'intervention. Donc, je reviens pour dire qu'effectivement, transmettre l'histoire des terres des Sœurs de la Charité, mais il faut le faire dans le sens d'un centre d'interprétation qui va au-delà de l'histoire et qui parle également du présent et du futur. Merci. Merci. Donc, on va adopter là, les sous-critères pour qu'on parle d'histoire en général et puis les meilleures pratiques en général. L'éducation populaire par rapport à l'alimentation, à l'agriculture, une éducation qui est accessible pour tous, en particulier les jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'adoption de ce critère avec les modifications que je viens de mentionner? Est-ce que Laurent, tu voulais t'opposer en levant la main? Non, c'est juste pour ajouter peut-être un petit point. Littératie alimentaire, littératie agricole, c'est quelque chose qui englobe, c'est des concepts qui englobent beaucoup, qui résonnent au niveau des instances publiques, là, beaucoup. C'est Donc, bon, on pourrait, ça, à l'aspect mieux connaître les aliments, on pourrait parler de littératie alimentaire. Mais aussi agricole, justement, quand on parle d'intégration, que les jeunes puissent se réapproprier, parce qu'au niveau urbain, je viens de la campagne, au niveau urbain, souvent, les gens sont déconnectés. Ils regardent un clip YouTube, puis ils ne comprennent pas bien ce qui se passe vraiment.
pour ça qu'on parle de donner accès à l'agriculture aux résidents de la ville. Donc, effectivement, c'est que ça soit accessible là, vraiment pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de ce critère? Donc, merci beaucoup. Donc, on a adopté 4 critères sur 5 qui vont être légèrement modifiés. Le 5e critère va être considérablement modifié pour correspondre à ce qui a été dit ce soir. D'après moi, on devrait être bon pour l'adopter rapidement à la prochaine assemblée. Donc là, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. C'était vraiment intéressant. On a vraiment avancé, j'ai l'impression. Et puis, je suis vraiment contente qu'on soit nombreux et des gens de qualité avec des expertises variées qui participent là, à ces discussions-là, puis qu'on s'entende là, sur les valeurs qui vont porter nos démarches. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir là, avant qu'on passe aux prochaines étapes? Mauricio? Oui, je voulais juste partager un lien. En fait, je pense que c'est important pour tout le monde. C'est bien cet exercice de créer une vision commune de ce que on veut comme projet pour cet endroit-là. Puis c'est bien de s'inspirer aussi des choses qui sont faites ici au Québec, mais dans d'autres peut-être parties du monde qui ont plus d'expérience dans des projets similaires. Il y en a plusieurs en Europe, notamment en France, puis en Espagne aussi. Puis je vais partager juste un document que je suis en train de trouver les liens, que c'est en fait c'est un guide de planification des parcs agricoles. Puis il y en a beaucoup de réflexions que vous avez nommées tout le long de la soirée, qui sont déjà amenées, mais parfois juste les voir dans un contexte plus organisé, dans un document peut apporter à mieux voir le portrait global du projet. Donc, je voulais juste faire cette invitation à aller chercher. Il y a beaucoup d'informations des projets et parcs agricoles qui sont un peu partout dans le monde. Donc, ça peut aussi donner clarté. Que j'ai partagé les liens, je vais les mettre comme ça, vous allez pouvoir les télécharger. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup, Mauricio. En passant, Mauricio, est-ce que tu es d'accord pour que je parle un peu de ton projet? Oui, mais je ne présenterai pas forcément ce soir, quoi que ce soit. Non, bien Ouais. sûr. J'ai juste Ouais. mentionné que Mauricio est un étudiant en la maîtrise en aménagement. Corrige-moi si je me trompe. Et puis Architecture de paysage. en architecture de paysage. Ouais. Et puis, son projet, c'est de faire un projet d'aménagement, d'élaborer un projet d'aménagement pour les terres des Sœurs de la Charité. Et puis, c'est dans une perspective de transition écologique. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant, le travail de Mauricio. Merci, oui, c'est ça, c'est une démarche. J'ai choisi ce sujet parce que justement, c'est un sujet, c'est un projet passionnant par tous les enjeux politiques et sociaux et environnementaux que ça réveille. Donc, j'ai juste tombé au bon moment avec les projets. Puis voilà, c'est ça comment. Merci pour ton intervention, Mauricio. Effectivement, on va s'intéresser au projet d'agroparc ailleurs dans le monde, notamment en Europe. Je ne sais pas si c'est le document que tu parles. J'avais lu une étude sur la question et puis c'était vraiment intéressant. Ça parlait notamment que les projets d'agroparc en Europe, c'est des projets qui sont co-construits par les acteurs de la communauté. Donc, c'est des projets grassroots donc, qui partent de la base. Exactement, la notion de gouvernance est très importante dans ces projets qui sont, parce qu'il faut avoir une acceptabilité sociale. Puis je pense de toute façon que ces projets qu'on conçoit ici est forcément un projet qui va avoir une accessibilité, qui va chercher une accessibilité sociale. Excusez-moi. Oui, Ouais. pas de problème, c'est ça, oui. Fait que c'est quelque chose qui existe en Europe et on voit que c'est possible. Donc, Marianne? Oui, mon commentaire il est un petit peu peut-être en retard. C'était par rapport au 5e critère. Je ne sais pas si je suis la seule à voir ça, mais notre premier volet, notre premier critère, c'était sur la biodiversité et l'environnement en général.
Mais je trouve que dans la vision éducative, c'est beaucoup axé plus sur l'agriculture, aliments, souveraineté alimentaire, agriculture. Quoi que je vois l'environnement, mais je pense que ce serait important que dans les autres critères, on fasse pas, je sais pas comment dire, mais qu'on fasse que l'agriculture, l'environnement, les arbres, qu'on voit ça comme étant un tout et non pas l'agriculture comme étant vraiment séparée ou comme étant des disciplines séparées. Justement, ça rentre dans l'agroécologie, tout ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux mentionner. Je comprends ce que tu veux dire, je pense. Mais dans le fond, tu sais, pour La façon l'éducation, excusez. Non. Dans l'éducation, tu sais, j'irais pas juste éducation, meilleure pratique, société, tu sais, j'irais un peu plus, peut-être un peu plus que, ouais, ben, non, pour l'alimentation, mais aussi pour l'environnement, puis, ouais, c'est ça, peut-être, c'est ça, pas juste, je pense que c'est une grande opportunité, les terres des soins de la charité, fait que pas juste se concentrer juste sur l'alimentation, mais aussi pour l'environnement, justement, on parlait de conservation, des espaces de conservation, tout ça, fait que je sais pas, mais je sais pas si ça a sa place aussi. Non, absolument, c'est une bonne idée, merci. Donc, peut-être de rajouter le mot biodiversité à quelque part ou un terme encore un peu plus large qui inclut peut-être la protection des écosystèmes. Qu'est-ce qu'un écosystème? Donc, de rejoindre quelque chose de plus large dans la portion éducative. Je trouve ça très intéressant. Oui, on va faire ça. On va se décoller de l'agriculture. Laurent, je ne sais jamais si ta main est levée pour parler ou pas. Désolé. Oui. OK. Non, ben c'est ça, c'était pour ça, justement te poser la question. Je ne sais pas si les gens ont reçu. Je t'avais envoyé des liens justement au niveau des agroparcs, Oui, des absolument. recherches. Oui, Je ne sais pas si tu avais envoyé ça aux membres du groupe là, pour que les gens Non. puissent faire leurs recherches, se faire une tête un petit peu, ou justement au niveau des liens des différents agroparcs, des projets qu'il y a eu en Europe pour avoir une vision vraiment Oui. élargie de ce qui s'est fait depuis début 70 au niveau plus au niveau justement des agroparcs et non seulement des parcs protégés qui, eux autres, remontent en fin 1800. Donc, pour vraiment remettre en contexte de ce qui s'est déjà fait, c'est plus européen, malheureusement. C'est eux autres souvent qui documentent beaucoup, mais au niveau législatif, au niveau gouvernance, puis au niveau différentes pratiques, les forces, les faiblesses, les erreurs qui se sont passées. La dernière réunion du groupe Euro, je pense que c'était en 2017 ou 2019, il avait fait un résumé, un retour, dans le fond, sur les différentes formes de réussite et d'échec au niveau des agroparcs. Donc, il y a quand même une bonne expérience en arrière qu'on peut se baser pour faire quelque chose de sain et durable. Oui, c'est vraiment important d'aller chercher ça. Ça va être les prochaines étapes, là. Donc, c'est une bonne idée de partager les ressources. On pourrait faire une liste de ressources là, pour les gens qui veulent eux-mêmes aller voir ça. Mais sinon, on va faire là, un travail de vulgarisation, de diffusion de ce qui existe ailleurs. Il y a aussi l'équipe du MAPAC qui est responsable du projet d'AgroParc. On fait ce travail-là aussi. Excusez, j'arrête pas d'accrocher. Donc, d'aller voir les autres agroparcs, qu'est-ce qu'il a fait ailleurs. Donc, la responsable m'en parlait, puis elle me disait que, par contre, le projet sur les terres, c'était unique au monde. Et on s'entend là-dessus. OK. Donc là, on va conclure, commencer à conclure cette assemblée en parlant de ce qui s'en vient. Donc là, on va aller chercher des alliés, des ressources. Donc, là, on est en train de parler de ça justement, mais on va aller voir là, du côté des organisations comme le TIES, Vivre en ville. Il y a le plan de développement des communautés nourricières. En fait, c'est un guide pour l'élaboration d'un plan de développement des communautés nourricières qui a été publié par le MAPAC. Il y a les plans d'urbanisme participatif, par exemple. Donc, on peut s'inspirer donc pour comment faire une démarche citoyenne, une démarche collective
par rapport au système alimentaire. Oui. J'en profite pour mentionner, nous, c'est sûr qu'on fait des recherches de notre côté, mais vous êtes ici pas pour rien. Alors, on vous demande votre aide aussi selon le domaine que vous travaillez, vos connaissances. Il y en a plusieurs les idées, de super bonnes idées d'ailleurs, qui sont sorties durant la rencontre. Si jamais vous avez quelque chose d'exceptionnel, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On a donné nos adresses courriels dans le début du PowerPoint, mais on va les redonner aussi à la fin. Puis, voilà. Alors, vous êtes le bienvenu, évidemment, à participer à l'accumulation de ces autres alliés-là et de ressources. Oui, absolument. Puis si vous voulez participer là, à la démarche d'une façon quelconque, que vous avez le goût de contribuer, contactez-nous. Là, tout le monde est bienvenu pour participer. Voilà. Ensuite, on va aller chercher du financement. Donc, les Amis de la Terre, ça fait plus qu'1 an qu'ils supportent là, les démarches par rapport aux terres des Sœurs de la Charité. Donc, on va avoir besoin d'avoir plus de ressources financières. Donc, si vous avez des idées là, pour le financement, c'est juste pour vous dire que c'est notre intention. Et puis, pour les prochaines étapes, là, il va y avoir une conférence sur l'histoire des terres de la Charité qui va être donnée par moi, qui suis historienne, qui a fait pas mal de recherches sur ces terres-là. Donc, ça va être le 17 janvier à 19h en ligne. Vous pouvez vous abonner à la page « Pour un projet agricole viable sur les terres des Sœurs de la Charité ». C'est un peu long comme nom de page. Pour un projet agricole viable. Si vous cherchez ça, vous trouvez la page. Donc, pour être au courant des prochains événements. Aussi, il va y avoir la programmation d'hiver des Amis de la Terre. Donc, comme j'ai parlé tantôt, on va parler d'agroécologie, de démarches collaboratives et participatives, de projets collectifs en alimentation, y compris les agroparcs, de modèles, de projets. Donc, c'est par là qu'on s'en va. Donc, si vous avez des idées pour ça, sont les bienvenus. Sinon, vous pouvez surveiller notre programmation. Abonnez-vous à l'infolette des Amis de la Terre pour être mis au courant de toutes les activités. Et puis, il va y avoir une assemblée 3. Donc, la date n'est pas encore déterminée, mais on va continuer cette démarche. La prochaine étape, donc là, on est dans la première étape qui est démarrée. Ça, c'est la démarche d'urbanisme participatif. C'est un exemple de démarche que j'ai trouvé. Il y en a plusieurs autres, mais c'est les mêmes éléments qui reviennent, pas tout le temps dans le même ordre. Donc là, on est dans démarrer. Donc, on a réuni les partenaires et acteurs locaux. Et puis, on s'est entendu sur une vision commune, ou en tout cas, on est en voie d'eux. Donc, ça, c'est bien. Donc, la prochaine, ça va être d'avoir un plan d'action. Donc, de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour la suite. Donc, ça va être la prochaine assemblée. Là, ce sur quoi on va se concentrer. Comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, l'étape comprendre, portrait. Donc, il faut faire un portrait, il faut savoir c'est quoi le terrain, autant le terrain agricole, l'environnement physique que le terrain social, donc les acteurs qui sont là, la communauté qui est autour, etc., les besoins de la communauté. Donc, on va essayer on n'a pas encore de plan clair de ce côté-là, mais certainement là, rassembler des informations. Il y a le REPSAC là, qui existe déjà, qui est un portrait système alimentaire à Québec qu'on a la chance d'avoir. Donc, on peut partir de là, puis essayer de voir c'est quoi les besoins là, pour les terres des Sœurs de la Charité, c'est qui les acteurs, etc. Puis ensuite, on va pouvoir parler là, de solutions possibles, de possibilités d'aménagement qui répondent à ces enjeux et à ces besoins-là. Donc, ça va peut-être être la 4e assemblée là, où on va discuter de possibilités pour les terres, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme option. Puis, après ça, on va pouvoir travailler sur ces possibilités-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur la démarche?
Parfait. Donc, c'est très important de travailler ensemble. Donc, on est vraiment ravis là, d'avoir cet espace-là ce soir pour discuter ensemble et puis d'avoir cette opportunité-là là, de travailler ensemble dans le futur. Donc, merci beaucoup. Karen, Pour la petite phrase. Merci à vous. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment des beaux échanges. Ça vaut la peine de se parler, en fait. Chacun a toujours des bonnes idées. Puis je pense que c'est avec un mix de toutes ces bonnes idées-là qu'on va réussir à atteindre un but commun, finalement. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Au plaisir de travailler ensemble à nouveau. Vous pouvez nous Certainement. écrire. Tous vos commentaires sont bienvenus. Karen, je te laisse le mot de la fin. Je voulais seulement mentionner, n'hésitez pas, justement, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter sur des nouveautés que vous voyez passer. On essaye de rattraper tout ce qui se passe en termes d'actualité ou des sujets, des idées, des propositions, de projets ou autres formulations même qui viendraient en tête par rapport aux différents critères. Alors, n'hésitez pas, on est rendu maintenant un comité, on pourrait dire, sur le projet. Alors, on est là pour vous écouter. Merci beaucoup, Karen. Merci à tout le monde. Merci. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, oui. De la part de Michel et de tout le monde des Amis de la Terre. Merci.